Alors d'abord, merci de l'honneur que vous me faites d'intervenir ici, où finalement il y aura eu 2 représentants seulement du Parlement, avec le sénateur Gremillet précédemment et moi-même à cet instant, et par rapport à un débat qui me semble absolument fondamental, puisqu'en réalité, il interroge la question de savoir qui est souverain. Bon. D'un point de vue économique, vous l'avez vu, mais aussi sur la question des finances. Et vous comprendrez que l'intervention que je vais faire revient finalement, vous le déduirez ainsi, comment dire, à estimer et à revendiquer que le peuple doit redevenir souverain, y compris sur les questions financières et budgétaires, ce qui n'est plus, pour ma part, je crois, le cas aujourd'hui. Alors, pour commencer, on peut peut-être se demander, si on parle de souveraineté sur la question financière, mais qui est le souverain, voilà, sur ces questions-là. Je rappelle que la Révolution française naît de la question budgétaire et naît de la question de la souveraineté, c'est-à-dire à quel point les deux sont liés. Hein, le roi décide, parce qu'il a un problème de budget, de se demander s'il ne devrait pas taxer les nobles. Et il convoque les États généraux qui ont le grand désavantage de donner une voix à chaque ordre et évidemment de défavoriser ceux qui représentent 98% de la population. Et c'est de là que naît la première Assemblée nationale. Donc la question du budget, la question des finances est intrinsèquement liée à la question de la République et à la question de notre démocratie. Alors à partir de là, d'ailleurs les textes le disent, le bloc de constitutionnalité dit la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La Déclaration des droits de l'homme du citoyen dit le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. Et enfin, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et sont tous deux des composantes de la souveraineté, articles 3 et 4 de la Constitution. Pourquoi je rappelle ça? Parce que dès lors qu'on interroge la souveraineté financière, dans la manière dont nous le disons en termes de constitutionnalité, c'est le peuple dans la composante nationale et les partis politiques qui le représentent qui devraient être le souverain, mais évidemment aussi l'Assemblée nationale, qui est mentionnée 41 fois dans la Constitution financière de la France, c'est-à-dire la loi organique. Bien. On peut constater beaucoup de recul par rapport à ça. Le premier, j'allais dire, c'est sur les outils qui agissent sur la question budgétaire, avec un recul des communs derrière l'offensive néolibérale qui s'exprime à travers le recul de l'État et de ses services publics. Dans le budget qui nous est présenté, que pour ma part j'espère censurer, le PLF 2026, c'est 10 milliards de coupes supplémentaires sur l'État. Et si on calcule comme M. Bayrou et M. Barnier le faisaient, c'est environ 30 milliards en tendanciel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour finalement faire la même chose que l'an dernier. De la même manière, il y a un recul de la sécurité sociale par rapport à la manière dont elle a été conçue à l'origine. Alors ça a été, c'est-à-dire de plus en plus étatisé, de moins en moins social, je dirais, et avec en 91 la contribution sociale généralisée, la CRDS en 96 et la création de loi de financement de la sécurité sociale en 96. Et aujourd'hui, certains, par exemple, y compris constitutionnalistes, imaginent que le PLFSS devrait être fusionné avec le PLF, ce qui, à mon avis, serait une erreur absolue et supprimerait l'originalité même de notre système social. Troisième chose, c'est le fait que les peuples et les autorités publiques risquent d'être dessaisis de leur souveraineté financière aussi à l'avenir en raison du dérèglement climatique. Tout simplement parce que les scénarios de statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique, je vous rappelle que le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz estimait qu'il fallait 37 milliards d'augmentation du budget de l'État sur la question du dérèglement climatique. C'était un rapport qui datait de 2 ans pour simplement respecter les accords de Paris et que ça fait 2 ans qu'en réalité les budgets liés à la question du règlement climatique baissent. Bon. Donc on peut supposer que cette perte de 11,4 points de PIB à l'horizon 2050, qui est un chiffre de la Cour des comptes, malheureusement va devenir effectif. À partir du moment où c'est un tel coût par rapport à notre PIB, on voit bien quelque part qu'on va être dessaisi d'une certaine manière de la souveraineté sur quoi faire. Parce que tant qu'on ne fait rien, le dérèglement climatique sera supérieur, j'allais dire, en termes de conséquences par rapport à tout ce que nous pourrions faire. Et puis enfin, dessaisissement aussi peut-être de la manière dont aujourd'hui notre Constitution et la 5e République permet d'imaginer des gouvernements minoritaires qui présentent des textes minoritaires et dont la seule manière finalement de s'en sortir, c'est des 49.3, puisque, vous savez, on a une particularité, on ne vote plus le budget à l'Assemblée nationale depuis maintenant 3 ans, ce qui quand même, pour ma part, me pose question, sauf à imaginer que le vote de censure remplace un vote en bonne et due forme du Parlement.
Premier constat. Deuxième, c'est la question de la souveraineté publique sur les finances privées. Et on voit bien que là, il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ça. D'abord, constatons que, qu'on soit d'accord ou pas, mais que les États sont dessaisis de leur souveraineté monétaire aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire par tout le processus qui a amené à la Banque Centrale Européenne, mais qui est un processus antérieur, puisque les banques centrales, dès les années 90 et même avant, sont devenus indépendants et quelque part donc indépendants du contrôle populaire à travers les représentants qui peut être fait. Pour moi, c'est, je dois le dire, un problème qui est posé et qui est lié là aussi avec finalement l'évolution du néolibéralisme. Deuxième dessaisissement, évidemment, le fait de la question des règles d'or européennes, c'est-à-dire de budget qui théoriquement contraignent les parlements nationaux à rester dans un cadre économique et budgétaire défini finalement sur une échelle supranationale et non pas par la nation elle-même. J'observe d'ailleurs qu'il y a une variabilité sur cette question. Parce que d'un côté, on va par exemple imaginer depuis la France, si elle dépasse les 3% de déficit, vous remarquerez que, alors que le cadre juridique est aussi solide, il n'y a jamais eu de question sur punir l'Allemagne parce qu'elle dépasse la balance comme la balance commerciale, enfin le taux de balance commerciale qui est autorisé en Europe, elle le dépasse allègrement chaque année et qui est fixé aussi dans les traités, comme nous ne devons pas être dépassés, l'Allemagne le fait de manière constante sans jamais être mis en question. Et puis la question aussi finalement d'une souveraineté publique face aux banques avec un contrôle financier certes qui a été introduit, je pense notamment à la réforme dite Bâle III, mais on s'aperçoit que le déficit, la dette publique, finalement, est commode quand il s'agit de sauver les banques. Bon, la crise du subprime le montre, puisque ça a été l'explosion des déficits en France, et que pour reprendre une expression célèbre, pas au Conseil d'État, mais qu'on entend parfois dans la rue, on se retrouve dans un système où on socialise les pertes et jamais les bénéfices. Bon. Or, de ce point de vue-là, l'État est venu au secours des banques dans des crises structurelles, et évidemment, de ce point de vue, enfin, sans que, on peut dire, l'inverse soit vrai. Enfin, dernier point, j'essaye d'être rapide puisque vous m'avez demandé de le faire, mais enfin au moins pour poser les choses, on pourra revenir au débat, c'est la question de la souveraineté privée sur les finances publiques, c'est-à-dire la façon dont les marchés ou les représentants des marchés, j'allais dire, ont un impact sur celle-ci. Donc on a d'abord ce que nous organisons nous-mêmes parfois comme chantage. Je dois dire que je suis toujours, et je reste effondré par les menaces qui ont été à un moment donné agitées par le gouvernement Bayrou sur, par exemple, l'idée que le FMI pourrait intervenir en France, ce qui n'avait qui n'avait aucune rationalité. D'abord parce que le FMI n'aurait même pas les moyens d'intervenir sur une dette française, il y mettrait tous ses fonds propres et quelque part il n'aurait pas les moyens. Et puis parce que nous ne sommes pas dans la situation de pays où le FMI est intervenu. Je dis ça parce que c'est important, parce que ça fait partie à un moment donné, par une espèce de propagande, assujettir la décision des assemblées par rapport à des décisions rationnelles et non pas des peurs qu'on agite de façon à accepter n'importe quelle politique austéritaire. Deuxièmement, on peut même contester le rôle des agences de notation. Bon, d'ailleurs, j'observe une chose, c'est que ça fait maintenant quelques années que même quand elles dégradent la note, ça n'a aucune incidence sur, par exemple, le nombre d'organismes qui veulent acheter la dette française. Il y a à peu près toujours, à chaque fois qu'on lève des emprunts, il y a à peu près 3 fois plus de demandes que d'offres. Et quelle que soit finalement la dégradation des agences de notation, mais des agences de notation, ça a été pointé notamment pour l'agence Moody's qui embauche des personnes jeunes et peu expérimentées, ou qui a j'allais dire des critères qui sont finalement essentiellement comptables. Par exemple, le risque climatique, qui pourrait l'être, parce que la dette écologique me semble pour ma part aussi grave, si ce n'est plus que la dette financière, ne sont pris en compte dans les décisions des agences. Troisième chose, évidemment, la manière dont aujourd'hui les multinationales et les milliardaires imposent finalement une nouvelle noblesse d'argent. Alors je dis ça, ça va peut-être vous sembler bizarre en débat, mais dès lors qu'on utilise le mot noblesse, on voit bien qu'on est un peu contraire à la question de la souveraineté du peuple. Il est problématique que depuis quelques années en France, quelques centaines, voire quelques milliers de personnes ne payent quasiment plus d'impôts sur le revenu, les plus riches, et est un taux effectif d'imposition à hauteur de 25%, c'est-à-dire moitié moins, en gros, que la moyenne des Français. Et ce qui fait que, bien évidemment, cette espèce de, j'allais dire, d'inégalité et d'accumulation des richesses
avec une manière de contourner l'impôt est un problème par rapport, j'allais dire, au consentement, mais aussi à la souveraineté du peuple sur ses propres finances, pour des raisons que chacun comprendra, et ce n'est pas ce qui a été décidé cette année qui va l'améliorer. Et enfin, je le note aussi, la question évidemment centrale de qui détient la dette. Bon. Et là, on renvoie sur le fait que depuis les années 80, au mi-temps des années 80, on a rendu obligatoire le fait d'aller contracter des dettes publiques sur les marchés, avec donc un pouvoir dévolu au marché considérable. Admettons au moins qu'il n'en a pas toujours été ainsi, que le circuit du Trésor, par exemple, permettait à l'État de se financer lui-même avec un certain système, et que ce qui a été fait par la Banque centrale européenne au moment de la crise du Covid, hors de tout traité, puisque théoriquement elle n'avait pas le droit, mais heureusement qu'elle l'a fait pour le coup, c'est-à-dire de décider de prêter directement aux États, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous le savez, 25% en gros de la dette européenne et de la dette française sont détenus par nos banques centrales, c'est-à-dire par quelque part, pas suffisamment par nous-mêmes, si vous avez compris la critique que j'ai faite, mais quand même, elle indique peut-être une voie qui pourrait être suivie, parce qu'à partir de là, évidemment, nous avons beaucoup plus j'allais dire, de possibilités, sans faire défaut au marché, de négocier la dette, voire d'en annuler une partie, ça a déjà été fait dans l'histoire, etc. Enfin, d'avoir une souveraineté sur nos dettes. Et évidemment, cette question se pose, et est à mon avis une question que nous devons nous poser si nous voulons reconquérir la souveraineté sur la question financière. Voilà mon introduction. Merci, monsieur.